Est-ce qu'on est encore capable de lire un long texte de bout en bout sans être distrait? Franchement, on s'assoit pour lire un super article ou un livre vraiment important et bim! Au bout de 2 pages, l'esprit décroche. On ressent presque tous cette espèce d'envie physique d'aller chercher des contenus ultra courts, rapides, un peu comme ces vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. C'est fou, non? Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans la science assez fascinante qui explique comment Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle sont littéralement en train de modifier la structure physique de notre cerveau. Oui, physiquement. On va aller voir de très près ce qui se passe dans nos connexions neuronales. Alors, au menu d'aujourd'hui, pour y voir plus clair, on parlera d'abord de cette fameuse crise de la concentration, ensuite on verra ce qu'est la neuroplasticité, puis le recablage technologique, l'illusion de la mémoire, l'économie de l'attention, pour finir sur une réflexion autour de l'essence même de l'humain. Allez, c'est parti. Première partie, la crise de la concentration à l'ère numérique. Bon, ce fameux brouillard cérébral dont on parle tant, c'est pas juste une impression, c'est bien réel. À force de vérifier les notifications toutes les 2 minutes et de scroller à l'infini, on entraîne littéralement notre esprit à exiger des réponses là, tout de suite. Le cerveau en arrive à réclamer sa dose de satisfaction immédiate. Du coup, se poser pour une concentration profonde, ça devient une montagne à gravir. Et on finit par se sentir complètement éparpillé. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la neuroplasticité et le modelage du cerveau. Le point crucial ici, c'est qu'on ne parle pas seulement d'un vague sentiment d'inattention, mais de biologie pure et dure. Notre cerveau n'est pas une machine figée dans le marbre. Au contraire, c'est un organe incroyablement adaptable, et c'est ça, la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se remodeler en permanence selon nos habitudes, en réorganisant ses réseaux à chaque fois qu'on répète une action. Pour illustrer ça, il y a une étude scientifique absolument culte sur les chauffeurs de taxi londoniens. Chez eux, une petite zone du cerveau appelée l'hippocampe est beaucoup plus grosse que chez la moyenne des gens. L'effort mental répété pour mémoriser toutes ces rues a littéralement fait gonfler cette zone. C'est exactement le même mécanisme quand une personne perd la vue, le cerveau se recable de lui-même pour booster l'ouïe ou le toucher. En fait, le cerveau s'adapte, tout simplement. Numéro 3, comment la technologie recable nos esprits. Ce qui est dingue, c'est de réaliser que ce recablage neuronal n'a rien de nouveau. Si on regarde l'histoire, on se rend très vite compte que chaque avancée technologique majeure a profondément modifié notre façon de penser et notre cognition. Prenons l'horloge mécanique par exemple. C'est un vrai point de bascule. Avant ça, l'humain vivait au rythme naturel des journées et des saisons. Mais une fois l'horloge inventée, le cerveau s'est adapté à ce nouveau découpage du temps. On est devenu ultra sensible aux horaires, créant de toutes pièces cette anxiété de la productivité et des fameuses deadlines. Soudainement, chaque seconde devait être comptée et rentabilisée. Il y a ce vieux proverbe arabe qui dit « le savoir est dans la tête, pas dans le cahier ». C'est super intéressant car ça souligne exactement le bouleversement créé par l'imprimerie. Avec les livres, on a délocalisé notre mémoire. On l'a passé de notre biologie humaine au papier. L'accès au savoir à grande échelle est devenu beaucoup plus large et rapide, c'est sûr. Mais en échange, notre mémoire personnelle s'est affaiblie, tout bêtement parce qu'il n'était plus vital de tout retenir par cœur. Et ça nous amène tout droit à notre Internet moderne. Une étude de l'Université de Californie a montré un truc fascinant. Lire sur un écran rempli de liens cliquables n'active pas du tout les mêmes zones du cerveau qu'un livre papier. Le numérique stimule les zones liées aux décisions rapides et au balayage visuel, alors que la lecture d'un livre sollicite les zones de la réflexion profonde et de la compréhension complexe. En gros, face à un écran, notre cerveau glisse en surface. Il survole l'info sans vraiment s'y ancrer. Quatrième point de notre décryptage, la mémoire est l'illusion de l'apprentissage rapide. Tout ce survol en ligne a un impact direct sur notre capacité à retenir les choses au quotidien. Il faut bien différencier 2 choses. La mémoire à court terme, qui est ultra rapide mais très limitée en capacité, et la mémoire à long terme, qui est notre véritable bibliothèque interne, celle qui stocke en profondeur et crée du contexte. Pour fabriquer du vrai savoir, la recette est stricte. L'information arrive, on se concentre dessus, on la répète, on fait des liens avec ce qu'on sait déjà et paf, elle part dans le stockage à long terme. Sauf que, en sautant sans arrêt d'une appli sociale à l'autre, on crée un goulot d'étranglement énorme. La chaîne est brisée dès la toute première étape, et l'info reste bloquée, prisonnière de la mémoire à court terme avant d'être totalement effacée. Et ça illustre parfaitement pourquoi on a parfois l'impression d'avoir la tête comme une passoire. C'est ce qui explique les symptômes de la vie de tous les jours. Oublier une info à la seconde où on l'a lue, galérer avec ses mots de passe, être incapable de retenir un simple numéro de téléphone, ou même avoir de vrais trous noirs sur des trucs très récents. Surchargé d'infos éphémères, notre pauvre cerveau peine tout simplement à graver les faits essentiels. Et là, on rejoint un peu le piège énorme de l'intelligence artificielle aujourd'hui, comme avec ChatGPT. Ça donne l'illusion qu'on apprend très vite, mais attention, il y a un gouffre monumental entre obtenir de la donnée brute en 2 secondes,
qui est très abondante mais souvent superficielle, et se forger une véritable connaissance. La vraie connaissance, ça demande de ralentir. Ça demande du calme, du temps pour digérer l'information, la comprendre à fond et pouvoir l'expliquer avec ses propres mots. On passe à la section 5, l'économie de l'attention. C'est vraiment important de comprendre pourquoi nos plateformes modernes sont conçues de cette manière. On appelle ça l'économie de l'attention. En gros, ces entreprises considèrent notre capacité de concentration comme une ressource extrêmement précieuse, très lucrative. Tout est pensé sur mesure pour hacker notre neuroplasticité et générer un maximum d'engagement. Autrement dit, notre attention est littéralement siphonnée, transformée en données, puis vendue pour faire du profit. Enfin, dernière partie, préserver l'essence humaine. Avec tous ces bouleversements intérieurs, il est grand temps de se demander ce que l'avenir nous réserve aux côtés de l'IA. Pouvoir se plonger dans une contemplation profonde, résoudre des problèmes avec de la créativité, réussir à tolérer l'ennui, ou simplement cultiver sa patience. Ce sont des traits profondément et uniquement humains. Et c'est exactement ce qu'on risque de perdre si on habitue notre cerveau à n'être qu'une machine rapide de traitement de données, toujours en attente de sa gratification immédiate. Ce qui nous laisse avec cette question finale, presque vertigineuse. Si on confie toute notre réflexion complexe et notre analyse profonde à des machines, qu'est-ce qui nous différenciera encore d'elles ? C'est absolument crucial de garder un lien conscient et actif avec notre propre esprit, histoire de ne pas finir par devenir de simples claviers humains pour l'intelligence artificielle. Une vraie réflexion à garder en tête pour la suite.